bien lancer une première question. Je me suis demandé si il était possible de mesurer l'inspiration à la transformation de l'inspiré. En d'autres termes, à son impact, puisque tout le monde avance sur ce chemin de dire qu'il y a transformation de l'inspiré à travers la fréquentation de l'inspirant et de son inspiration. On, si on part de l'idée que une figure inspirante rend plus intelligent, on peut partir de cette hypothèse. La question que pourrait poser Joseph, par exemple, c'est de dire qu'est-ce qu'on entend par intelligence? Et alors là, les hommes et les femmes que j'ai interviewés dans le champ de l'orientation, tel que je l'ai défini tout à l'heure, pourraient dire, ben voilà, l'intelligence a été définie par des philosophes, elle a été définie par des poètes, etc. Elle a été définie même par des théologiens. L'intelligence est un don de Dieu, mais vient le moment où on peut considérer que l'intelligence est un phénomène naturel qui peut s'évaluer, se mesurer. Et donc, le coup de tonnerre qu'a provoqué Alfred Binet en 1905, c'est de dire, eh bien, oui, de même qu'on mesure la taille et qu'on établit des lois de la taille, c'est-à-dire globalement, sur une population, on a une taille moyenne et puis on a des gens sur 5% de l'échantillonnage qui vont être considérés comme des géants, et puis il y a 5% qui vont être considérés comme des nains. Dans le domaine de l'intelligence, c'est un peu pareil, il y a des génies, et puis il y a des intelligences dites ordinaires, je prends les termes de l'époque, hein, et puis il y a, toujours avec les termes de l'époque, des arriérés mentaux. Et la question s'est posée dans une perspective éducative, que pouvons-nous faire pour les arriérés mentaux? Et là, cette perception a rendu possible des initiatives en faveur, notamment des familles qui connaissaient le désastre d'avoir des enfants arriérés mentaux. Puis progressivement, à la faveur de la scolarisation, l'État s'est préoccupé de ces problèmes et a promulgué des lois favorables à l'éducabilité des jeunes souffrant d'arriération mentale pour différents domaines. Je vais conclure en disant que l'avancée au XXe siècle, c'est l'instrumentation de cette question. C'est-à-dire, on a posé à Binet, bon, c'est sans doute une légende peut-être, que mesure votre test? Eh bien, voilà, pour Binet, la définition n'est pas extérieure à l'instrument de mesure. Et donc, en construisant la première échelle d'intelligence d'âge scolaire en 1905, il a rendu possible une définition opératoire de l'intelligence qui a créé un mouvement national, européen et international de rectification sans cesse de cette notion. Parce que sa première échelle, c'est ça qu'on voit le progrès scientifique par rapport à une définition nominaliste, hein, le progrès scientifique, c'est d'instrumentaliser une question métaphysique, d'en créer un outil de mesure et de raffiner cet outil à mesure que la définition se complexifie. Alors, je ne vais pas faire toute l'histoire de la notion d'intelligence, mais enfin, on est passé d'une intelligence, on va dire, monovalente à une intelligence plurielle. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle est de nature à transformer en profondeur l'intelligence humaine. Donc, pour répondre en partie au dialogue philosophique qu'avait introduit Joseph, la rupture épistémologique du début du XXe siècle, c'est de considérer que la notion d'intelligence n'est pas seulement une notion métaphysique ou une notion théologique, elle l'a été dans l'histoire, mais on va dire que ce modèle s'est essoufflé, et donc il y a eu une troisième épistémologie qui ouvre le débat sur la manière de qualifier l'intelligence à travers des outils d'évaluation qui rendent possible des progrès pédagogiques qui sont mieux adaptés aux individualités des enfants et des adolescents dont on a la responsabilité. Voilà un type de réponse. Je me permets un petit mot. Merci Francis. Quand on parle d'intelligence comme ça, il me semble qu'il y a quelque chose que l'on ne prend pas en compte, c'est la faculté de la compréhension au sens empathique du terme. Hein. Comprendre, être intelligent au sens théorique, je dirais mathématique, hein, c'est une chose, mais comprendre l'autre, c'est-à-dire sentir ses souffrances, n'est-ce pas, être
en phase avec lui. Je pense que l'intelligence, comme on l'a définie, là, ne prend pas en compte cet aspect-là. Est-ce qu'il ne faudrait pas trouver un autre terme qui englobe la dimension intellectuelle de l'intelligence et la dimension empathique? Voilà, je voulais me permettre de revenir sur la théorie d'Howard Gardner des années Oui. 80 sur les intelligences multiples, parce que c'est vrai qu'en en lien avec ce que vous venez de dire, on a énormément priorisé l'intelligence logico-mathématique et l'intelligence linguistique. Et justement, au regard de ce que vient de dire M. Saint-Fleur, l'intelligence interpersonnelle, axée justement sur la notion d'empathie, est en train de compléter ce schéma au regard justement des 8 intelligences de Gardner. Bien entendu, je ne peux qu'être que d'accord avec vous. N'oubliez pas que j'ai fait un travail d'historien. Donc, ma période, c'est la période où triomphe la psychologie expérimentale et différentielle, c'est-à-dire Binet-Simon et ses disciples. Mais un siècle après, l'orientation a 100 ans, un siècle après, bien évidemment, et depuis 1980, Gardner, on a beaucoup progressé aussi. Maintenant, effectivement, le concept d'ailleurs, la notion d'intelligence n'est plus tellement travaillée parce que c'est une notion trop générale. On étudie plus des processus cognitifs dans des contextes culturels et interculturels qui prennent en compte aussi les acquis des neurosciences. Donc souvent, enfin voilà, il faut bien savoir si on est dans le domaine de l'histoire ou si on est dans le domaine de l'actualité des recherches. Donc je pense qu'aujourd'hui, dans les années 2020-2030, ce concept d'intelligence n'a qu'un intérêt historique et philosophique, mais il n'est plus suffisamment pertinent pour prendre en compte les découvertes récentes qui se sont développées et les théories qui sont aujourd'hui multiples. Je vais prendre un seul exemple. Si vous considérez, comme tend à le dire Joseph, que dans la notion d'intelligence, il y a aussi la notion de motivation. Hein, il y a aussi la notion de motivation. Sur le simple concept de la motivation, je dis bien sur le simple concept de la motivation, il y a plus d'une centaine de théories répertoriées. Je dis bien plus d'une centaine de théories répertoriées. Et là, je voudrais citer notre ancien collègue Fabien Fenouillet, qui a répertorié. Alors, Fabien Fenouillet, c'est la génération qui me succède. Hein. C'est un collègue qui a une cinquantaine d'années, enfin 45. Il a répertorié l'ensemble des théories sur la motivation pour voir si on pouvait en faire une métathéorie. Donc vraiment, ce champ de l'intelligence a complètement éclaté et il ne correspond plus du tout aux cadres mentaux tels que pouvaient l'imaginer les philosophes il y a un siècle. Voilà. Donc je pense que les philosophes aujourd'hui auraient intérêt à se tenir au courant des découvertes récentes sur les processus cognitifs à la lumière des sciences cognitives et à engager une discussion avec voilà, les théoriciens, les praticiens, etc. Enfin bref, il y a eu d'énormes progrès dans ce domaine et vraiment un éclatement de cette notion. Voilà. Merci Francis. Et comme le disait très bien Joseph tout à l'heure, on est toujours le fruit de son environnement et Oui. que la personne qui est inspirée par des gens qui l'ont précédé ou qui sont contemporains, mais pas par ceux qui vont venir après. Camille, dernière question. Oui, très brièvement, hein, c'était une réaction presque, enfin, plus qu'une question, avec un effet de pollinisation aussi. Une chose intéressante, pour nous, une figure inspirante, c'est forcément un humain. Oui. Dans ce qu'on disait, c'est-à-dire on n'imagine pas que ça puisse être par exemple un robot ou un personnage fictif ou un animal ou quoi que ce soit. Et je dis pollinisation parce que donc hier je participais à une table ronde d'un séminaire d'humanité médicale à l'Institut des humanités médicales à Lausanne. Et le thème c'était ça, c'est-à-dire quand on dit médecin, on imagine forcément un humain, mais est-ce que ça sera toujours valable ou est-ce qu'un jour on pourra aussi imaginer un robot ou un ordinateur? Et je faisais remarquer que spontanément, une figure inspirante pour l'éducation, on a forcément l'idée que c'est un humain. Et je serais curieux de savoir dans 100 ans si des gens font le centenaire des figures inspirantes, si pour eux ce sera évident aussi.